Mesdames, Messieurs, amis sportifs, bien bonsoir, ravi de vous savoir, très nombreux au rendez-vous des sports sur la 3. L'émission c'est bien Canal Sport, elle dure 52 minutes au menu. Deux panels à vous proposer. D'abord le tour premier, c'est avec Ambroise Insou qui nous vient directement de la commune de Parakou. Ambroise Insou, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Kimé, chers amis téléspectateurs, bonsoir, merci de prendre ce rendez-vous avec Et nous. Ambroise était à Parakou dans le cadre de la dernière rencontre en retard qui a opposé les Football Club au Buffle du Borgou. Bien, la rencontre s'est soldée par le score de 2 buts à 0 en faveur de l'eau. On vous proposera des images, des commentaires, bien entendu, qui nous viennent directement de la commune de Parakou. C'est bien Camilo Soumandanda qui s'y colle. Vous aurez avec Ambroise Insou son analyse par rapport à la seconde journée de la Super League de basketball. Eh bien, on évoquera le sujet dans un tout petit instant. Et dans le second panel, on aura comme invité, et avec lui on finira donc l'émission, Canal Sport numéro 2 ce jour, c'est bien Francis Kotogouyan, premier vice-président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, président en même temps de Beke Football Club de Bembéreke. Avec lui on fera le bilan de Beke de Bembéreke pour le compte de la phase allée de la Vitalor Ligue 1. Et on évoquera avec le premier vice-président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, je dirais le bilan en tant que, je dirais, responsable premier, juste après donc le président du comité exécutif, bien entendu. Il nous fera le bilan du comité exécutif de ce qui a été, je dirais, la phase allée de ce championnat de football de première division. Et puisque nous avons la chance d'avoir avec nous dans ce studio, ce sera dans la seconde partie, Francis Kotogouyan, il a aussi la casquette de président de la commission des arbitres. Il nous dira qu'est-ce qui se passe concrètement. Est-ce que oui ou non, les arbitres sont payés, ou s'ils ne sont pas payés, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui ne va pas. Eh bien, il a promis, dit tout ce qu'il cloche au niveau donc de cette sempiternelle question du non-paiement des arbitres au plan national. Comme vous le constatez bien, le menu, il est bien riche. Merci de prendre le rendez-vous et tout de suite on déroule le tout premier panel avec Ambroise Insou. Et on commence, Ambroise, par du basketball. C'était bien la seconde journée de la Super League. Ce week-end, des rencontres ont été disputées. On proposera d'abord aux amis téléspectateurs les résultats de certaines des affiches qui ont tenu en haleine, je dirais, les fans de la balle au panier. C'est Renaissance Basketball Club Amboise qui jouait contre Elan BBC. Eh bien, c'est Elan BBC qui s'est imposé par le score de 61 à 67. Et on retiendra également que l'association sportive du Port-Autonome de Cotonou Basketball Club fait donc carton plein et dispose donc au niveau des hommes de Aspal BBC 74 à 66 et au niveau des dames, comme pour dire que bien c'est la très bonne forme au niveau donc de l'ASPAC et bien les dames de l'ASPAC ont disposé Attendez. sans appel l'Ambroise Insou du ASPAL 94 à 30 et pendant ce temps Énergie fait une très belle entrée en compétition et domine Renaissance Basketball Club 64. 64 à 45. En gros, eh bien, ça se passe, je dirais, convenablement pour les cadors de cette discipline sportive. Ils sont en train de confirmer et c'est ce à quoi on s'y attendait parce qu'ils ont préparé leur saison et on sent vraiment déjà à partir de la deuxième journée que la bataille sera rude et ce serait une bataille au sommet parce que nul ne peut se laisser maintenant et se distancer et nul ne veut laisser de la place à l'autre et je pense que ça donne plus de charme au jeu, ça donne plus d'engouement aux athlètes et c'est ce que nous demandons à nos fédérations chaque fois quand il s'agit d'organiser les Des championnats. compétitions. Quand on prend la Super League au niveau des dames, visiblement, ça va se jouer beaucoup plus entre l'ASPAC et Pure Énergie Énergie, et Basketball Club. Comme pour dire un peu, on rebelote parce que bon, ce sont les habitués de ce niveau oui. de compétition. Malheureusement, il n'y a pas d'équipe pour jouer au tout fait. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que à chaque saison, Renaissance Renaissance essaie, essaie d'affûter les âmes. Renaissance essaie de venir, mais de jouer au troisième larron. Mais ça ce n'est pas encore ce à quoi on s'attendait. Pour moi, c'est une hiérarchie qui est en train d'être qui est respecté. en train de respecter, mais qu'on attend vraiment que ça soit bousculé. Il faut le souhaiter, il faut que ce soit bousculé, sinon ça va se jouer un peu en sens unique, puisqu'au niveau des hommes, déjà, on constate que l'ASPAC domine haut la main, je dirais, la Super League. Au niveau des dames aussi, quoique Énergie est là, visiblement, ASPAC a encore le vent beaucoup plus en pour que Énergie Basketball Club. De toutes les façons, la compétition se poursuit, c'est la Super League. Et, On aura bien d'autres surprises, et c'est pour jamais, quoi. c'est aussi une question de moyens. Ah oui, Oui, exactement. Énergie Aspac, vous Ce savez, sont des clubs c'est paradis, c'est autre. ouais, ouais, c'est paradis de l'autre côté, et puis c'est l'autre de l'autre côté. Oui, Oui, ils ont les moyens. donc ils ont les moyens plus que les autres clubs. Et il y a aussi euh,
ce test que moi je trouve un peu disparate ou bien discriminatoire qui n'arrange pas les petits clubs. C'est-à-dire, lorsque vous voulez faire les transferts au niveau du basketball, on a revu les tests et ça fait que ceux qui ont les moyens auront toujours les meilleurs joueurs. Tous les meilleurs joueurs. Ah bon, là, ça perd un peu, je dirais, le charme, hein, puisque quand vous prenez les meilleurs joueurs, ça va se disputer entre seulement 2, mettons maximum 3 clubs. Et donc, malheureusement, au niveau de la sous-région, ça ne s'impose pas. Ça ne s'impose pas. Donc, comme les gens ont l'habitude de le dire, c'est des chiens qui aboient à la maison. Ah oui, et il va falloir alors qu'au niveau, donc, je dirais, des responsables du comité exécutif de la Fédération béninoise de basketball, qu'on travaille beaucoup plus, je dirais, à rehausser le niveau et à permettre à... Il le faut. Encore que le basket fait partie désormais des disciplines majeures pour les classes sportives. Donc, c'est un pilier aussi du PAG. Ça veut dire qu'à ce niveau, on doit quand même faire les choses dans les normes pour que d'ici 2, 3, 4 ans, on puisse avoir la pépite, on puisse avoir quand même une relève de qualité. Parce que le basket déjà à l'école, donc c'est le grand nombre. Et lorsque vous avez plus de licenciés au niveau des scolaires, je pense qu'au niveau de l'élite, on aura quand même de vrai. De toute façon, ça n'a pas tombé dans les oreilles des sourds. Le président, Dr Ismaël Onifade, a entendu et sera donc mettre la troupe au service afin que bien ça décolle véritablement, qu'on rayonne au-delà des frontières nationales. Puisque dans le ranking là, le Bénin a perdu. Ah, on est passé de 104e à 144e. Et ça n'est pas bien. Oui, ça n'est pas bien. De toute façon, je crois que le président Onifade Ismaël l'aurait certainement compris. Voilà pourquoi il a ouvert bien de chantiers de reconstruction, de restructuration de cette discipline. Il le faut forcément. C'est important. Et c'est à son actif aussi. Nous allons poursuivre cette émission avec cette fois-ci la discipline phare. Ambroise Nsou, on parle football. Vous étiez ce week-end du côté de la cité des Koboro. Vous avez suivi pour nous, avec l'œil du chroniqueur sportif Ambroise Nsou, la rencontre en retard, la dernière, comme temps pour la 13e journée de la Vitalor Ligue 1 Isaïe qui était en compétition continentale. Ambroise jouait donc contre les Buffles du Borgo Football Club. À l'arrivée, la rencontre, elle, s'est soldée par le score de 2-0. Voici des images commentées pour nous par Camiro Ousmane Nanda. 1-0 puis 2-0, Marcel Dandino et Esaü ont passé un après-midi compliqué au stade Omnisport de Parakou. Dépassés par la forte pression des Buffles, surtout en seconde période, les universitaires finissent par céder à 2 reprises. Fenitola Mouiwa et Djalilou Bawa permettent donc aux Verts et Blancs de décrocher une victoire importante face à un adversaire redoutable. C'est le deuxième succès après celui arraché dans le derby septentrional contre Panthère de Djougou. Preuve que l'encadrement technique a pris la mesure des choses, surtout sur le plan mental. D'abord, c'est l'esprit mental. Parce que les joueurs sont bons, sont très bien techniquement et tactiquement. Il faut travailler la psychologie. Maintenant, c'est l'esprit mental qu'il faut. Donc c'est ça, on a basé beaucoup sur ça. Nous avons pratiquement le temps de repos. Corriger beaucoup de choses. Cette tête sur le poteau évite à Marcel Bio et son équipe une humiliation à Parakou. Une défaite logique, mais à mettre sous le coup de la fatigue. Félicitations aux Buffles, puisqu'ils sont venus à bout de cette équipe des AE. Épuisée, une équipe épuisée. Ça, je ne vous le cache pas, cette équipe est épuisée. Ces victoires consécutives devant Panthère et Isaïe ramènent la sérénité dans la maison Buffle. Avec ses nouvelles recrues du Mercato, l'équipe phare de la cité des Koboro joue en amical ce mercredi 19 février à 16h au stade Omnisport de Parakou, Sokoto United du coach Valère Huandinou. Rencontre comme temps pour les préparatifs de la phase retour de la Vitalor Ligue 1. Et voilà, dans un instant, on parlera donc des rencontres amicales entrant dans le cadre des préparatifs de la phase retour de la Vitalor Ligue 1. Mais avant, Ambroise Nsou, vous avez suivi la rencontre Buffles-Isaïe, soldée par le score de 2-0. C'était une rencontre du niveau africain parce que Buffle était l'équipe championne du Bénin qui avait participé au tour préliminaire de la Ligue africaine des champions. C'est vrai que c'est sur 2 rencontres que Buffle a été éliminé. Esaü était le représentant du Bénin du côté de la Coupe de la CAF. Et Esaü a intégré la phase de groupe. Ça veut dire que sur l'ensemble lorsqu'on prend le niveau africain, Buffle a 2 matchs et Esaü a 12 matchs. Donc aujourd'hui, une rencontre Buffle-Esaïe, je pense que c'est le sommet même du championnat au Bénin parce que c'est les 2 qui avaient représenté le Bénin au niveau de la scène continentale cette saison. Hier, on a vu quand même une rencontre d'abord pour une première partie, une rencontre fermée difficile parce que
aucun des deux et entraîneurs ne veut laisser de place à l'autre. Donc on a constaté que le jeu en première partie était vraiment fermé, difficile. C'était pas ouvert pour qui que ce soit. C'est de retour des vestiaires qu'on a constaté que bon. Et il y a Buffle qui dégageait maintenant une fraîcheur physique. On a constaté du côté des AE que c'est émoussant parce que les gestes sont lents. L'analyse de Richard Biot est juste, les joueurs sont épuisés, ils sont cramés, véritablement. Ouais. Il est mieux placé que moi pour le dire. Mais moi, je l'ai constaté aussi hier parce qu'à un moment donné, ça ne donne plus de rythme. Ouais. On a même tendance à s'arrêter carrément, refuser de jouer. On sent que vraiment c'est des gens. Mais moi, je me suis aussi dit, bon, peut-être à la décharge des joueurs, que programmer les 3 matchs en une semaine aussi, c'était parce que Esaü, il y a 2 semaines, était du côté de la Congo, de la République démocratique du Congo pour jouer Daring Club. Donc, une semaine après, on a joué Béké. Et mercredi, on joue Tonnerre et dimanche, Buff, qui sont aussi des gros bras du championnat. Ce ne sont pas de petits morceaux. Donc, moi, je trouve qu'on pouvait quand même voir. Le calendrier était tellement serré. Oui, c'était serré que ça démarre encore. Et donc ça n'a pas été favorable je veux bien espérer que, je dirais, les responsables de Esaü puissent répondre véritablement, je dirais, en termes d'apport. Je ne sais pas si non, je pense qu'il doit. Parce que là, à partir du week-end prochain, Esaü encore sera sur les aires de jeu. Et la fatigue, ce n'est pas en 48 heures que ça se gère. Et ce n'est pas en 48 heures que ça va se gérer. Parce que, bon, les joueurs sont rentrés aujourd'hui. Et peut-être on va leur donner 2 ou 3, je ne sais pas, qu'on va leur donner 2 ou 3 jours de repos. Ils vont reprendre les entraînements. Si tant est qu'ils vont jouer le week-end prochain, ça veut dire que jeudi ou vendredi, ça reprend déjà. Exactement. Je les plains. Et donc, le coup de la fatigue est passé par là. Le coup de la fatigue est passé. Et quand vous voyez même les actions de but, on sent effectivement que l'équipe a manqué de réactivité. Là où il faut être prompt, non, en dehors de la franche occasion que Buff s'était créée hier, c'était la balle déviée par Dandinou, c'était la balle de Martins. Et puis il y a un autre ballon qui a touché le poteau. Exactement. Donc c'était des actions franches de but. Sinon les autres buts là, c'était le fait du jeu. C'était le fait du jeu. Voilà. Bon, c'est le football. 2-0. Et ça me permet d'avoir donc le classement désormais définitif, pour dire les choses comme ça, pour le compte de la phase aller de la Vitalor Ligue 1. C'est bien. Ayema qui termine donc leader avec 30 points, 27 points désormais pour Esaü Football Club, 25 pour les Dragons de Lomé, 25 également pour les Buffles du Borgo Football Club, 21 points pour Énergie, 21 pour Assevo. Les Panthères de Djougou totalisent 21 points, 20 points pour l'association sportive du Porte-Nom de Coton, 19 pour Béké de Bimbereke. Son président me dira pourquoi est-ce que Béké se retrouve en ce moment à cette position pour le compte de la phase aller de la Vitalor Ligue 1, puisque ce n'était pas le cas à cette même étape, la saison sportive dernière. La GSP 10e avec 18 points, AS Tonnerre 11e, Jacques 12e avec 16 points, Dynamo Unacop de Parakou 16 points pour être donc 13e, Real Sport 16e, les deux clubs se suivent, c'est le leader, j'allais dire le champion de la saison sportive dernière au niveau de la Ligue 2 et son vice-champion qui se suivent. L'USS Craqué à 16 points et est 15e, le dernier de la classe répond au nom de UPONM avec 6 points, bien évidemment. Voilà ce qu'on retient donc en ce qui concerne, je dirais, en Boisinsou, le classement de la phase allée de la Vitalor Ligue 1, et ça nous permet d'avoir, vous voyez, donc 120 matchs disputés, 211 buts qui ont été marqués. Ayema reste donc la meilleure attaque avec 22 buts, et puis les Buffles, la meilleure défense avec 6 buts. La phase retour démarre le week-end prochain. Mais avant la phase retour, eh bien, on fera le bilan de la phase allée de Béké avec le président donc, de ce club, et on fera aussi le bilan de cette phase allée avec toujours le président, mais cette fois-ci dans la casquette de premier vice-président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. On poursuit notre aventure sportive de ce soir en Boisinsou pour dire que quand c'est terminé la phase aller, il y a qu'on se prépare pour la phase retour. Il y a donc des rencontres amicales qui se disputent. Au rang de ces rencontres amicales, une a pris l'allure, je dirais, de match de gala. C'est bien le match entre en Boisinsou, je dirais les choses comme ça, les Dragons et puis les Requins de l'Atlantique. C'était bien ce week-end. Ça a rappelé un peu, je dirais, les années glorieuses de ces deux clubs. Et c'était une occasion pour, je dirais, le président
des Dragons de l'UEM, président également du comité exécutif de la Fédération de football, de rendre un hommage à feu Moucharaf Gbadamassi, qui également fut ancien président des Dragons, ancien président de la Fédération béninoise de football. Et sur les images, on va y aller avec la régie technique pour dire que le match a opposé Ambroise. Les Dragons au Requin de l'Atlantique, le match s'est soldé par un score nul et vierge de 0 but partout. Il a fallu donc la fatidique épreuve de tir au but pour départager les deux formations. En gros, c'est ce qu'on retient. Et à l'arrivée, ce sont les Dragons qui ont réussi donc à rendre un bel hommage Ambroise Nsou à feu Moucharaf Gbadamassi. Il faut rendre un hommage mérité à l'illustre disparu. Moucharaf Gbadamassi était un féru du football et c'est quelqu'un qui a pratiquement donné toute sa vie à cette discipline-là. Moucharaf Gbadamassi n'est pas que président des Dragons seuls, c'est-à-dire c'est aussi le président qui est prêt à aider d'autres clubs. Les gens nous ont raconté des histoires pour nous dire, voilà, c'est un club, c'est ce président qui peut dire, ok, si Caïman peut venir à Parakou, pour aller à Parakou pour faire un match, Caïman n'a pas les sous, lui, il est prêt à aider. Donc, c'est quelqu'un qui a partagé sa vie, ce qu'il a aussi avec cette discipline, avec ce football-là. Et il a été président. La preuve, quand vous allez à la fédération aujourd'hui, il y a la salle de conférence, la salle de congrès qui porte son nom. Donc, c'est en son honneur. Aujourd'hui, qu'on lui rende cet hommage-là, je pense que c'est un hommage mérité. C'est vrai, il n'est plus là, c'est à titre posthume, 20 ans après. Mais il y a ses parents, tout au moins, qui sont encore présents, qui vont dire, oui, notre papa n'a pas vécu inutilement, notre pépé n'a pas vécu inutilement. Et quand on prend le football en termes de déclic, il fait partie aussi de ceux-là, de ces précurseurs au Bénin qui ont quand même donné une image à notre football. C'est vrai qu'en ce moment-là, il n'y avait pas la volonté politique. Mais c'est des gens qui avaient foi en ce qu'ils faisaient et ils ont accompagné avec leurs moyens de bord. Et aujourd'hui, on lui rend cet hommage. Lorsqu'on parle des requins dragons, avant, il y avait des noms qu'on peut citer. Et aujourd'hui, ces gens, parmi, c'est vrai, certains ne sont plus de ce monde, mais ceux qui étaient là ont quand même vu un peu ce qui s'est passé au moment où ces gens étaient aux affaires. Aujourd'hui, bon, l'hommage est mérité. Tout ce qu'il y a comme coloré, il faut saluer. Et il faut saluer aussi, bon, cette volonté du bureau exécutif actuel. Mais ce qui me chagrine un peu, moi, je ne sais pas si entre-temps, ils avaient invité les autres membres du bureau exécutif qui étaient passés et qui n'étaient pas présents parce que, bon, ce n'est pas évident que tout le monde puisse se décharger des préoccupations pour être là. Moi, je veux bien comprendre parce que, bon, ça... C'est le seul qui avait manqué. Il paraît que le diable est dans les détails, Ambroise Nsou. Ah bon? C'est vous qui le voyez ainsi. Merci pour cette précision que vous nous apportez par rapport donc à cette initiative de commémorer les 20 ans d'anniversaire de feu Moucharaf Gbadamassi à travers donc une rencontre entre les requins de l'Atlantique et puis les dragons de l'Emé. Les impressions, on va y aller avec d'abord les impressions des entraîneurs. Vous entendrez Yessoufou Lafiou et puis Amadou Moudachirou, c'est bien les deux qui sont, je dirais, respectivement entraîneurs des Dragons de l'Emé et entraîneurs des Requins de l'Atlantique. Il faut féliciter l'adversaire d'abord, les Requins de l'Atlantique, conduits par Amadou Moudachirou, quelqu'un qu'on ne présente plus, et qui fait du bon travail au niveau des Requins de l'Atlantique. Je pense qu'il faut les féliciter. Ils se sont bien battus sur le terrain. Nous avons joué sur un espace qui n'est pas convenable par rapport au jeu, alors que le week-end, nous reprenons le championnat. Nous avions fait beaucoup attention pour éviter les blessures. L'essentiel, c'est de gagner. Nous avons gagné ce soir. Tout a marché de mon côté. C'est pour la première fois qu'on les a réunis et on a joué contre Dragon. Dragon, ce n'est pas un petit club. Et ils étaient ensemble, ils sont en première division. Donc je pense que ce qu'ils ont fait, on ne sent pas la différence entre deuxième et première division. Première et la seconde division. Mais de toute façon, il n'y a que c'était les Dragons qui ont joué. Donc les Requins de l'Atlantique à l'arrivée, les Dragons se sont imposés au tir au but et ont donc enlevé le trophée mis en jeu. Un trophée relativement donc à la commémoration des 20 ans d'anniversaire de décès de feu Moucharaf Gbadamassi. Ce n'était pas que des joueurs, ce n'était pas que, je dirais, les entraîneurs. Il y avait les responsables fédéraux qui étaient donc du côté, qui étaient donc présents à l'occasion donc de cette rencontre amicale entre ces deux formations. Vous voyez donc sur des images le président du comité exécutif
exécutif de la Fédération béninoise de football. Vous voyez le secrétaire général Claude Taki. Vous verrez également sur des images le vice-président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, Francis Kotobuyan, qui était donc également de la partie. Vous avez vu bien d'autres personnalités, des anciens joueurs des Dragons de Lomé et des Requins de l'Atlantique. Tous étaient présents. Et vous avez vu le majestueux trophée qui a été donc enlevé par les Dragons de Lomé. Les deux capitaines sont donc tout heureux d'avoir donc, je dirais, tenu et le public qui s'est déplacé en haleine en ce qui concerne, je dirais, le beau spectacle qui a été offert, quoique l'air de jeu n'était pas approprié, bien évidemment, pour cette confrontation. Après, les entraîneurs, je vous permets maintenant d'entendre le président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, c'est bien Mathurin de Chacus. Je suis très heureux, très ému de pouvoir vraiment organiser une coupe pour honorer la mémoire du plus grand de tous les temps du football béninois. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne l'a égalé. Nous remercions le Seigneur de nous avoir accompagnés à réussir cette mission qui sera répétée chaque année jusqu'à la fin des temps. Voilà, vous avez donc entendu le président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, Mathurin de Chacus. Ça me permet d'installer pour vous. Et je vous l'avais annoncé, le premier vice-président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, Francis Kotobuyan. Francis, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur le journaliste. Un plaisir pour nous de vous avoir dans nos murs. Vous enfilez plusieurs casquettes, vous avez plusieurs étoffes. On va les utiliser selon l'actualité qu'on veut aborder avec vous. Mais d'abord, je voudrais bien que vous prononciez sur cette initiative de commémorer les 20 ans d'anniversaire de feu Moucharaf Benamassi, un ancien président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Merci beaucoup. Je vous remercie d'abord pour l'opportunité que vous me donnez de venir m'exprimer dans votre studio. Et par la même occasion, saluer tous les amis sportifs qui nous suivent toutes les fois que nous avons des explications à passer. Le tournoi que nous avons organisé, bon, sinon, c'est un match de gala. Parce qu'on a d'abord eu, en enlevé du rideau, on a eu les anciens dragons contre les anciens requins. Et en second match maintenant, les dragons actuels contre les requins actuels. Je crois que ça a été une très belle initiative. Il faut vraiment la réitérer, il faut la reprendre s'il faut la reprendre. Et je profite de l'occasion pour saluer toute la famille Badamassi. C'est quelqu'un qui vraiment est mort pour la passion. Pour la passion, il aime le football, il est mort du football. Et je crois que nous qui sommes aujourd'hui à la tête de cette discipline, nous devons rendre hommage à cette famille qui nous a quand même donné quelqu'un qui a été une icône pour le football béninois. Et on ne peut jamais cesser de fêter sa mémoire. Et voilà, vous êtes le premier vice-président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Je faisais constater que vous avez plusieurs casquettes. Celle-là qu'on va enfiler tout à l'heure, c'est bien la casquette du président de BK FC de Bimbereke. C'est votre club. C'est d'ailleurs ce club, c'est pour ce club que vous mouillez véritablement le maillot. On l'a constaté depuis, je dirais, la division inférieure, pour cette fois-ci parler de la Ligue professionnelle première division, bien entendu. BK de Bimbereke. Et si on va y aller avec, je dirais, un petit bilan, c'est fait constater, monsieur le président, que vous avez disputé 15 matchs. 17 buts, vous en avez marqué, points encaissés, 13. Vous avez 4 victoires à bête à l'actif donc de Béquet, 7 matchs nuls, 4 défaites, 9e avec 19 points. Ce n'est pas le Béquet qu'on a connu la saison sportive dernière. Qu'est-ce qui se passe? Parce que à cette même étape de la compétition, la saison sportive dernière, et ça, grâce à la régie technique, on fera constater que vous n'étiez pas, je dirais, 9e, mais vous étiez juste 2e derrière les Buffles du Borgo. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur le président? Merci beaucoup. Effectivement, comme vous l'avez dit, Béquet de l'année passée n'est pas Béquet de cette année. Et quand bien même nous avons mis plus de moyens que l'année passée. Donc, il s'est posé un problème d'efficacité dans le recrutement. Vous savez très bien que nous sommes des administratifs. Nous sommes propriétaires du club, mais nous ne sommes pas techniciens. Ce n'est pas nous qui sélectionnons les joueurs. On a un staff technique qui est chargé de recruter les joueurs. Nous leur avons donné tous les moyens pour recruter les joueurs. Ils les ont recrutés. Ils nous ont promis, président, effectivement, nous avons un très bon effectif. Il faut aussi dire au départ, même les supporters ont cru à l'équipe de départ parce qu'à l'entraînement, ils m'ont dit, président, cette année, l'équipe que nous avons là, non, ils sont meilleurs, elle est meilleure que l'équipe de l'année passée. Mais dans les faits, dans les réalités, on s'est rendu compte qu'il y avait
des joueurs, c'est tellement qui, parce qu'ils voulaient être recrutés, ont donné le meilleur d'eux-mêmes, se sont vraiment engagés. Mais par la suite, ils ont fait piche. Voilà, nous avons par exemple un joueur ivoirien qu'on a recruté. D'ailleurs, c'est lui qui a marqué le seul but que Béki a marqué contre les Buffles le premier jour. Exactement. Même mon frère, le président Yansounou, avait dit, président, ton joueur là, vraiment. C'est un bon joueur. Mais, après le match de Béki, et avec le but plus tôt, il a joué la première mi-temps avec GSP. Donc, deuxième journée, pratiquement. Mais après ça, jusqu'au bout, il n'a plus joué. Il avait en fait un problème d'adducteur qui nous a caché. Donc, au fil des jours, il est tout le temps malade, il ne peut pas venir. Et vous voyez, c'est une valeur. C'est le joueur que nous avons d'ailleurs pris qui est le plus cher de l'équipe. Et du coup, sur les 15 matchs, il n'a fait que 2 matchs. Et il y a d'autres cas comme ça. Et c'est tout ça qui a fait que, honnêtement, les supporters de Béki n'ont plus l'engouement qu'ils avaient l'année passée à être contents de voir l'équipe jouer. Et c'est ça qui, effectivement, donne le résultat que vous avez. Et quand vous avez réussi donc à poser le diagnostic, Monsieur le Président, certainement que vous avez déjà des solutions à apporter donc à ce problème que vous avez pu identifier. Ça nous amène déjà à parler donc, je dirais, du mercato, puisque c'est l'occasion qui vous est permise pour pouvoir remodeler la troupe. Est-ce que vous ne tombez pas dans le même piège que le piège de notre cher ami ivoirien qui vous a vendu du vent finalement là? Bon, mais en fait, vous savez, parfois, quand un championnat... On nous annonce comme ça 5 joueurs et les profils, c'est 2 bons défenseurs, c'est un bon milieu et c'est 2 tueurs. Quand on dit les choses comme ça fait 2 attaquants. Apparemment, c'est un peu le profil que vous cherchez pour le compte de la phase retour. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Nous sommes même allés au-delà déjà. On est allé au-delà. Sinon que, effectivement, on a déjà recruté 5. C'est ce que vous avez là, c'est déjà fait. C'est déjà fait, on a déjà recruté les 5. Mais au jour d'aujourd'hui, on a encore 3 qui sont en essai. 3 qui sont en essai et ils sont tous des étrangers. Et sur les 3, nous avons la possibilité de prendre 2. Donc, certainement, jusqu'à demain, peut-être que le staff aurait dégagé les 2. Et les 2 qu'il faut compléter. Mais ce qu'il faut dire, c'est que quand on fait des recrutements au niveau du mercato, parfois on est limité. On est limité parce que dans la sous-région, tout le monde est en championnat. Si un joueur est bon, c'est difficile que le club le laisse partir. Et c'est ça qui fait notre difficulté. Si c'était le début du championnat, c'est plus facile. Et au mercato, d'abord à l'intérieur du Bénin, c'est difficile de trouver un bon joueur qui va quitter son club pour venir. Et en dehors de ça, il faut aller à l'extérieur. Vous allez au Nigeria, vous allez au Togo. Tout le monde est en championnat. Donc, ça veut dire que c'est difficile de trouver vraiment les joueurs de bonne facture. Mais on est obligé de faire avec. Sinon, ce qu'on est en train de recruter, tel que le staff me l'a présenté, c'est pas mal. À vous entendre, Monsieur le Président, n'est plus. Est-ce que vous revoyez votre ambition à la baisse? La saison sportive dernière, c'est le titre du champion qui vous préoccupait. Cette année, on a l'impression que le président porte des gants. Vous visez quoi concrètement pour le compte de cette saison sportive? Bon, mais il faut dire, en début du championnat, effectivement, je visais le titre. Mais à l'heure actuelle, avec ma position de 9e avec 19 points, et derrière la première équipe qui a 30 points, c'est pas impossible. C'est pas impossible, mais il faut dire que ce serait très très difficile de dire que cette année, nous allons viser le titre. Si ça vient, tant mieux. Je ne me savoure pas encore vaincu, mais il faut être objectif. Il faut être objectif que dire qu'il faut encore défendre le titre maintenant, ce serait très compliqué. Nous allons faire ce qu'on peut faire, mais ce n'est pas évident. C'est pour ça que je suis moins rassurant qu'au début du championnat, parce que je suis quelqu'un d'objectif. Quand quelque chose n'est pas possible, je le vois. Quand quelque chose est possible, je le vois. Donc, je peux dire que nous allons essayer de voir ce que la seconde phase peut donner, parce que cette équipe qu'on est en train de reconstituer maintenant, qu'est-ce qui prouve que, comme on me l'avait dit au début là, qu'est-ce qui prouve que cette équipe va prendre encore au niveau du mercato? C'est encore difficile pour moi de vraiment d'être affirmatif. Ça fait souvent très mal quand on vous entend parler comme ça, parce qu'on sait combien important constitue l'investissement des présidents de clubs au niveau donc, de leurs clubs respectifs. Et lorsque vous parlez comme ça, c'est la mort dans l'âme qu'on se dit attention. Bon, de toute façon, l'appétit venant en mangeant, vous ne cracherez pas sur le morceau lorsque les résultats vont commencer par se dessiner. Vous prononcez comme ça en tant que président de Béki FC de Bembédeke, mais là, je vous fais peur
portez, je dirais, votre casquette de premier vice-président. Je vous demande de nous faire un petit bilan, vous en tant que premier vice-président, de la phase allée de ce championnat de football de première division. Quoique vous n'êtes pas au niveau de la ligue professionnelle, mais vous êtes quand même premier vice-président du comité exécutif. C'est vrai, merci. Je crois que en termes de bilan, le bilan est positif. Vous savez très bien que notre championnat prend de la valeur. Quand vous regardez même nos matchs, vous sentez qu'il y a effectivement du mieux par rapport à ce qu'on voyait avant. Vous voyez, il y a plus d'étrangers maintenant dans notre championnat. Quand vous voyez assez d'étrangers dans un championnat, c'est que le championnat prend de la valeur. Tout le monde veut venir. Vous voyez qu'avant, c'était beaucoup de Togolais qui étaient ici. Ouais, on voit maintenant des Ivoiriens qui viennent, des Nigérians qui viennent, hein, des Burkinabés, des Maliens. Donc, cela montre alors que nos championnats commencent pas à attirer les gens dans la sous-région. Et quand on regarde que juste ce facteur, on se dit qu'on ne se rend pas compte, mais notre championnat est en train de prendre de la valeur. C'est pour ça qu'en termes de bilan, je trouve que le bilan est positif selon moi pour cette première phase du championnat. Et vous avez vu aussi qu'il n'y a pas d'incident majeur dans le championnat. Tout se passe normalement. Tout se passe normalement. On me dira que oui, c'est peut-être un peu trop prétentieux de dire les choses comme ça. Quoique, eh bien, ce n'était pas seulement, je dirais, les joueurs qui étaient sur les aires de jeu. Il y avait plusieurs acteurs impliqués, je dirais, dans le contenu de ce championnat de football de première division. Et entre autres acteurs, Monsieur le Président, ce sont les hommes en noir, ce sont les arbitres. Nous avons la chance de vous avoir avec nous tout au complet, puisque là, vous pourrez répondre autant que faire se peut par rapport aux différentes questions qu'on vous posera. Président de la commission des arbitres, vous dites que tout s'est bien passé, mais au même moment, il n'y a que pour des rencontres qui ont été disputées, eh bien, même des présidents de club n'ont pas manqué d'hausser le ton parce qu'ils estiment que l'arbitrage n'a pas été ce que ça devait être. Et là, vous êtes interpellé. Qu'est-ce qui a pu se passer pour que bien, la prestation des arbitres soit, je dirais, pointée du doigt de la sorte, Monsieur le Président? Bon, mais je crois que, comme moi, même les matchs de championnat européens que vous suivez, on a toujours des choses à reprocher aux arbitres. Parce que l'arbitrage, c'est un métier très complexe. Parfois, vous êtes assis au salon en train de regarder un match. Il y a souvent des fautes que les joueurs commettent. Et on a même du mal, soit même à effectivement voir la faute. C'est quand on vient au ralenti pour se dire « Ah, c'est vrai, je n'avais pas vu ça ». L'arbitre, lui, il est sur le terrain au même titre que les joueurs et il est certainement en action comme les joueurs. Parfois mal placé. Peut-être que le joueur a touché du ballon de la main par le devant alors qu'il est derrière, il ne l'a pas vu. Donc, c'est un métier complexe. C'est difficile qu'on fasse un championnat, quel que soit ce qu'on fasse, c'est difficile qu'on fasse un championnat pour que tout le monde applaudisse les arbitres. Cela ne veut pas dire que je dédouane les arbitres. Néanmoins, si vous suivez les championnats béninois il y a 3 ans, 4 ans, par rapport, même l'année passée déjà, si vous comparez ça à cette phase allée, vous allez voir, il y a moins de problèmes. Parce que les arbitres ont quand même aussi évolué. Il y a eu vraiment beaucoup de... Même s'il y a des fautes sur lesquelles, franchement, on a l'impression que certains se sont trompés carrément de métier, quoi. C'est-à-dire ça ne se comprend pas, certaines fautes sur lesquelles les arbitres parfois ferment les yeux, ou parfois, je dirais, ciblent des fautes qui, malheureusement, n'ont jamais existé. Comment est-ce que ça s'explique? C'est vrai que vous semblez, oui, c'est des humains et ils peuvent faire des erreurs, mais il y a des erreurs qui dépassent l'entendement. Mais au point, on se demande franchement, est-ce que c'est leur métier? Qu'est-ce qu'ils ont pu se tromper pour être dans le corps? En parlant comme ça, je ne suis pas en train de défendre en fait les arbitres. Moi-même, parfois, je suis victime. Moi-même, c'est avec colère que parfois mon staff revient des matchs et me dit, président, qu'est-ce qui se passe? On a fait ci, l'arbitre a fait ça. Donc c'est pour dire que tout le monde est concerné. Seulement ce que j'étais en train d'expliquer, c'est de vous dire que même si nous avons de très bons arbitres, ils sont des humains. Et en tant qu'humains, il y a toujours des brebis galeuses, quel que soit le cas de figure. Donc ce que je dis, il y a des arbitres qui font effectivement des fautes intentionnelles. Peut-être ils ont désiré derrière la tête, je ne sais pas. Mais il y a des arbitres qui font des fautes vraiment avec bonne foi. Ça veut dire qu'ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Mais on a toujours tendance à dire toute erreur de l'arbitre est intentionnelle. Ça veut dire qu'il est en mission pour ci, il est en mission pour ça. Justement, vous lâchez le morceau. Il se dit aussi que certains arbitres sont en mission pour vous, les présidents de club.
quelle réponse donnez-vous à cette préoccupation? Parce que ça revient de façon répétitive. Quand un arbitre a mal sifflé, c'est peut-être le président d'un club X qui doit être, je dirais, en dessous, c'est le président de notre club. Bref, comment est-ce que vous gérez ça? Vous êtes président de club. Est-ce que vous arrivez, vous également, d'espérer voir un arbitre vous donner un coup de pouce? Bon, mais je crois jamais. Et je l'ai dit. Hier seulement, on a clôturé un recyclage des arbitres. J'ai dit ça. Et moi, en tant que président de la commission des arbitres, je crois la première personne qui doit être propre, c'est moi. Parce que c'est moi qui dois sanctionner les arbitres. C'est moi qui dois demander à tel arbitre de le retirer de la liste de faits, etc. Si moi-même, je me mets à faire ce jeu, vous comprenez très bien que je serai petit devant les arbitres. Donc, pour que je me fasse respecter, j'ai l'obligation d'être correct envers eux. C'est ce que je dis. Aucun président de club ne va jamais accepter qu'il s'approche des arbitres. Mais moi, je n'ai pas de preuves. Mais on a demandé aux arbitres, si vous avez eu des cas où des gens vous inventent des choses, des gens s'approchent de vous, mais dénoncez-les. Il paraît que la maison arbitre, c'est de l'omerta. Il y a une épée de Damoclès qui plane sur les têtes des arbitres au point où d'ailleurs, voilà, ils subissent sans pour autant avoir la possibilité de se prononcer. Vous, en tant que président de la commission des arbitres, vous n'avez pas vent de cet état de choses? Non. Peut-être c'est le cas, mais depuis que moi je suis président de la commission des arbitres, je ne pense pas que cet état, cette atmosphère soit au niveau de la maison arbitre. L'autre chose sur laquelle certainement vous êtes sûr que vous prononcerez tout à l'heure, Monsieur le Président, c'est cette question de paiement des arbitres. Il paraît que jusqu'à présent, nous sommes à la phase, nous sommes au mercato, c'est-à-dire que c'est le repos. Tous les autres acteurs, je dirais, de ce championnat ont perçu ce qu'ils doivent percevoir, mais les arbitres et les commissions, jusqu'à présent, semble-t-il, n'ont encore reçu aucun copec. Raison évoquée, ce sont eux qui ne sont pas à règle. On leur demanderait des dossiers qui ne sont pas encore fournis. Bref, qu'est-ce qui se passe concrètement en ce qui concerne cette affaire des arbitres non payés ou pas? Bon, mais c'est une question un peu complexe. Et hier seulement, j'ai discuté avec les arbitres. Vous m'excusez de ne pas étaler sur votre plateau tout ce qu'on s'est dit. Ouais. Si les arbitres m'écoutent, si les arbitres me suivent, ils savent ce que je leur ai dit. Et c'était une affaire de procédure. Et nous avons pu trouver une solution. Et à l'heure où je vous parle, bon, il se fait nuit, je ne peux pas dire maintenant. De toute manière, toute la journée de lundi. Donc, ceux qui doivent vraiment décanter cette situation sont déjà très loin. Et j'ai dit aux arbitres que s'il peut être Dieu, avant le démarrage du championnat, de la seconde phase, tout le monde sera payé. Je leur ai dit hier, parce que je suis sincère, c'était une affaire de procédure, mais c'est déjà réglé. C'est seulement le temps qu'il faut pour traiter ça que nous attendons. Ça veut dire que ce n'était pas les arbitres qui étaient la cause de nos paiements de leur émolument? Non. C'est ça que je dis, ne pas me laisser aller de là. À un moment donné, certains arbitres étaient à la cause. Et ça a retardé le système. Parce qu'à un moment donné, quand un virement est fait au niveau d'un État, il est bien que tous ceux qui sont dans l'État là soient en règle. Il y a eu tellement de problèmes de recommencement, de trucs. Même on avait décidé de payer avec les cartes bancaires, les nouvelles cartes là. Et c'était pas facile d'avoir le mail de tous les arbitres. On a relancé, etc. Depuis décembre. Mais comme je l'ai dit, ne me laissez pas aller dans les détails, puisque le problème avait commencé au niveau des arbitres et maintenant c'est réglé. Je crois nous allons jouer notre partition dans cette semaine. Ça veut dire que vous promettez comme ça qu'avant le démarrage, puisque c'est déjà pour le week-end prochain, la phase retour, et que les arbitres seront totalement payés pour le compte de la phase aller en ce qui concerne les prestations. Si le travail qui est fait a effectivement été efficace et que c'est prêt avant le démarrage, on peut le payer. Je ne peux pas ici dire à 100% je suis d'être payé, mais je suis sûr que ce serait payé. Mais ce qui est sûr, la solution est déjà trouvée. Ce qui bloquait le paiement est déjà décanté. C'est décanté. Ce n'est pas moi, je ne suis pas le responsable de ceux qui doivent régler ça. Et ce serait prétentieux pour moi sur place ici, parce que je suis président des arbitres ou bien premier vice-président, de dire que je confirme. Hier, j'ai dit aux arbitres que c'est mon souhait et que je pense que nous allons nous battre pour que ça se fasse. Et les commissaires au match? C'est la même chose. Ce qui est valable pour les arbitres, c'est valable pour les... dans le même panier. C'est le même problème.
Si c'est réglé pour les arbitres, ça doit être réglé pour les commissaires. Et donc, les commissaires au match. On veut bien espérer que votre souhait soit réalisé parce que oui, la phase retour, c'est déjà pour bientôt. Et se fait dire que voilà, tant que les arbitres ne sont pas dans de très bonnes conditions, on n'a pas à leur reprocher leur mauvaise prestation parce qu'il arrive que des arbitres quittent Parakou pour, mettons quoi, Cotonou pour Natitengu, Cotonou pour Kandi pour faire des matchs à leurs propres frais. Et ça ouvre les portes à la corruption, Monsieur le Président. Donc, vous comprenez que des pères de famille ont besoin réellement de rentrer en possession de leur dû parce que visiblement, ils ont travaillé. Qui a travaillé à droit à son salaire? C'est bien ça. Hein? Ah oui. Et là, vous nous promettez que si tout va bien, oui, la solution est désormais trouvée. Elle est trouvée déjà. Et donc, les arbitres peuvent commencer par croiser les doigts, tirer beaucoup plus les chapelets et espérer que les choses vont rentrer dans l'ordre. C'est notre souhait, Monsieur le Président. Dernière chose à aborder avec vous, c'est bien le partenariat entre la Fédération béninoise de football et puis Vitalor, c'est votre partenaire. Et vous l'avez renouvelé, je dirais, vos amitiés, c'était bien la semaine dernière à travers la signature de contrat et la remise de chèques 350 millions de francs CFA, Monsieur le Président, vice-président, j'allais dire, ont été mis à disposition du comité exécutif de la Fédération béninoise de football au profit des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, avant de vous amener à vous prononcer, je dirais, sur les impacts donc, de cette cagnotte financière. On va entendre le président de la commission marketing et télévision voilà, de la Fédération béninoise de football. C'est bien Marcelin Bokovet qui nous donne des précisions par rapport à ce partenariat entre la Fédération béninoise de football et puis Vitalor. C'est un contrat de partenariat au terme desquels un certain nombre d'accords ont été convenus entre les deux structures. C'est ainsi que la Fédération béninoise de football assure à Vitalor une certaine visibilité à travers les différents championnats. Les panneaux autour des aires de jeu, la visibilité à la télévision lors de la retransmission des différents matchs, la visibilité à travers la présence sur le plateau des télévisions de représentants de Vitalor pour présenter, n'est-ce pas, les produits de SHB et parler de cette société, de ses activités. Ce sont autant d'obligations que la Fédération béninoise de football a souscrites. Et en compensation, Vitalor vient soutenir financièrement l'organisation des activités qui concourent, n'est-ce pas, au déroulement des différents championnats de football. Donc, grâce à Vitalor, désormais, les présidents de clubs auront un certain soutien financier qui pourrait leur permettre d'assurer davantage leurs obligations vis-à-vis et des joueurs et des encadrements techniques et autres. Nous avons, en tant que Fédération béninoise de football, garanti également Vitalor de la régularité et de la continuité des compétitions du début jusqu'à la fin. Autrement dit, nous sommes certains qu'une fois démarrées, ces compétitions vont se dérouler jusqu'à leur terme sans crise, sans interruption, suivant un calendrier qui est convenu d'accord parti. Donc, c'est vraiment un partenariat qui vient soulager la Fédération béninoise de football, donc les différents clubs qui interviennent dans les différents championnats, pour leur garantir un minimum de ressources afin de participer à ces compétitions. Voilà, à l'instant donc, le président de la commission marketing et télévision du comité exécutif de la Fédération béninoise de football, Marcelin Bokovet, monsieur le vice-président, réaction? Oui, je crois que Vitalor, nous ne cesserons pas de les remercier. Parce que depuis l'année passée que nous avons pris les rênes du football, ils nous ont soutenus et ils continuent de nous soutenir. Et j'espère que ces partenariats leur profitera aussi, parce que c'est d'abord une société commerciale. Il les faut effectivement à travers ce sponsoring-là, il leur faut voilà, de la visibilité et pour que vraiment ils puissent tirer profit afin qu'ils puissent continuer par injecter de l'argent et même augmenter l'argent. Oui. Parce que c'est la même cagnotte, hein, comme ça a été le cas la saison dernière. Oui, c'est la même cagnotte. Cette année, c'est pratiquement la même chose. Voilà. Et au-delà, même espérer avoir d'autres partenaires. C'est ça surtout, que Vitalor ne soit pas le seul sponsor, que certaines sociétés s'intéressent aussi à notre championnat et qu'ils embattent les pas à Vitalor afin que
le nombre de sponsors devient un peu nombreux, ce qui va nous donner plus de substance financière. Voilà, et ces sous seront mis à disposition des clubs de la Ligue 1 et de la Ligue 2. Certainement que d'ici très peu, vous allez appeler vous-même, hein, vous retrouverez bénéficiaire d'une manière ou d'une autre, je dirais, de cette cagnotte à mettre à disposition des clubs, hein, pour la suite de la compétition, puisque la compétition reprend donc le week-end prochain. On va espérer que les sous viennent un peu plus tôt, parce que les clubs en ont besoin, hein, pour pouvoir véritablement tenir le coup pour le compte de la seconde phase de ce championnat de football de première et de seconde division. Ce qu'on sait, c'est qu'au terme, je dirais, de la saison sportive, ça ne va plus être la même chose comme c'était le cas la saison sportive dernière. Visiblement, monsieur le président et monsieur le vice-président, ce sont les deux premiers qui représentent le Bénin aux compétitions continentales. La saison dernière, c'était le premier qui était à la Champions League tout préliminaire, et puis le vainqueur de la Coupe du Bénin a représenté le Bénin pour la Coupe de la Confédération. C'était donc le cas de Isaïe Football Club. Cette fois-ci, visiblement, les données ont changé. Effectivement, les données ont changé. Le comité exécutif s'est réuni, s'est penché sur la question, parce que il se pose un problème même de moyens. Parce que quand nous avons lancé la Coupe de la Fédération, pour ceux qui veulent, on a vu qu'il y a des clubs quand même qui, sur le plan technique, sont quand même bien assis, mais qui ne se sont pas inscrits. Et la raison, c'était le problème de financiers. Mais on supporte difficilement le championnat d'abord. Si nous devons encore nous inscrire pour la Coupe de la Fédération, on va encore faire près de 3, 4, 5 matchs avant d'aller en finale. Mais nous allons trouver les moyens pour le faire. Et des clubs se sont effectivement inscrits, mais nous savons que ces clubs financièrement n'ont pas le gabarit nécessaire, même s'ils étaient qualifiés pour aller à cette compétition. Du coup, nous avons réfléchi au niveau du comité exécutif, on a dit, il vaut mieux alors revoir les choses autrement. C'est comme ça la décision a été prise, que désormais, pour ce championnat, le premier, il y a pour la Champions, et le second va aller à la Coupe CAF, qui était réservée pour le détenteur, le vainqueur de la Coupe de la Fédération. Donc, et nous trouvons que cette décision va encore donner plus d'engouement à notre championnat. Parce qu'aujourd'hui, la deuxième place sera aussi disputée. On ne va plus se dire, bon, une fois que je suis loin du premier, bon, c'est pas la peine que j'injecte encore des moyens. On peut se dire encore, mais je suis à 3-4 points du deuxième, mais moi-même, je perds deuxième. Et ça va donner encore plus de vigueur pour que les gens puissent vraiment donner plus de valeur à la compétition. La Coupe de la Fédération, en parenthèse désormais. Oui, la Coupe de la Fédération, c'est pas qu'elle n'aura pas lieu, mais elle ne peut plus nous permettre de faire. À une participation à une compétition. Voilà, et vous voyez que le championnat est serré, et la manière dont nous gérons le championnat, à ne pas avoir beaucoup de matchs en retard, c'est difficile d'insérer, avant la fin du championnat, là, c'est difficile d'insérer encore des matchs de Coupe de la Fédération. Ce serait très compliqué, alors que quand nous allons finir le championnat, normalement, l'équipe qui doit nous représenter pour la CAF devait être aussi disponible. Donc, il s'est posé un problème quand même de calendrier. Voilà. Et vous êtes donc opté pour la formule. Les deux premiers, le premier donc qualifié donc pour la Champions League et les autres, et le second, j'allais dire, pour la Coupe de la Confédération. Voilà. Et quand on a un championnat de qualité, c'est qu'on a aussi des joueurs de qualité. Ce sont d'ailleurs les joueurs qui font un championnat de qualité. Et pour, je dirais, redescendre, on fera constater que les meilleurs étoffe la sélection nationale, mais ce qu'on n'a pas jusqu'à présent, eh bien, c'est une direction technique nationale. Le comité dont vous êtes le premier vice-président a annoncé cette à grand renfort médiatique que, eh bien, cette question sera prise à bras le corps. Le processus s'est lancé et puis nous avons déjà des noms en ce qui concerne, je dirais, le poste de directeur technique national. Youssoufou Lafiou, Mathias Teguenon, Wabi Gomez, Edouard Johnson, Saïd Almeida, Fortuné Glélé, Moïse Ekoué et puis Adolphe Ogouyon. Monsieur le Premier vice-président, le processus est toujours en cours? Oui, le processus est en cours. Et comme vous l'avez dit, au début, quand nous avons été élus, ça a été l'un de nos projets. On s'est dit, il faut que nous dotions maintenant la Fédération béninoise de football d'une direction technique et non d'un directeur technique. Parce que cette direction technique aura toutes les prérogatives, aura tous les démembrements des divisions pour effectivement jouer le rôle qui lui sera confié. Donc le processus est en cours et permettez-moi de ne pas rentrer dans le détail puisque on est encore à la phase de... La fumée blanche n'est pas encore pour bientôt. Mais ce que je dois souligner, vous avez vu les noms que vous avez présentés. Exactement. Vous avez vu tous les noms, c'est des Béninois. Oui. Parce que c'est pour une fois, la fédération a exigé que
le directeur technique national doit être béninois. Et le directeur technique adjoint sera un expatrié. Voilà, parce que le Béninois, il connaît bien le terrain, il connaît vraiment la situation du pays et il est à même de prendre des décisions en tenant compte de notre environnement. Nous avons encore 180 secondes. Ça me permet, monsieur le premier vice-président de la Fédération béninoise de football, monsieur le président de Béké FC de Bembereke, monsieur le président de la commission des arbitres et monsieur, enfin, le président de l'amicale des acteurs plus devant du football dans le Septentrion, de vous amener à dire un mot là-dessus. On vous a vu la saison sportive dernière organiser un tournoi de mise en jambe. Cette année, ça n'a pas été le cas. Et j'ai l'impression, vous me démentirez, que ça a impacté un peu la prestation des clubs du Septentrion à l'occasion de cette phase allée de la Vitalor Ligue 1, même de la Vitalor Ligue 2, puisque la saison sportive dernière, eh bien, vous avez vu le tableau qu'on vous a présenté, c'était Buff, c'était Béké qui suivait. Cette fois-ci, Buff les 7 se battraient donc 4e, Béké 9e. Est-ce que ça n'a pas impacté la prestation actuelle des clubs du Septentrion? Bon, je ne peux pas dire non, comme je ne peux pas dire aussi, parce que effectivement, l'année passée, quand nous avons fait la mise en jambe, on a eu les résultats. Si cette année, la mise en jambe n'a pas été faite et que les résultats, effectivement, démontrent que les clubs de la région du Septentrion n'ont pas brillé comme ils l'ont été la semaine passée, on peut dire que c'est possible. Mais il n'y a rien qui puisse nous dire que c'est ça qui est à la base. Et quand je prends le cas de Béké, je vous ai expliqué ce qui s'est passé. Tout à fait. Voilà, même si je fais la mise en jambe, peut-être que le résultat serait le même. Mais nous prenons des dispositions pour que la saison prochaine, quand même, qu'on fasse... Et comment se porte l'amicale? Oui, l'amicale va bien, seulement que c'est toujours le bureau provisoire qui est là. Nous sommes en train de prendre les dispositions. Il y a environ un mois, on a tenu une réunion et nous sommes en train de prendre les dispositions pour réellement asseoir un bureau digne du nom, officiel, avec enregistré légalement, avec les tests, tout. On est en train de prendre les dispositions pour que vraiment ce bureau officiel soit voir le jour. Et en attendant, l'amicale se réjouit du démarrage des travaux de la construction d'un centre d'excellence au niveau donc, de la localité de Ina. Vous y étiez, c'était il y a 2 semaines. Oui, c'est vrai. On a bénéficié effectivement de la construction sur fonds FIFA d'un centre d'excellence de football Andali. Je crois que c'est un centre qui appartient à tous les Septentrions et on dit bravo au président de Chacus, on dit bravo à tous les comités et merci à la FIFA. Voilà, je ne vous laisserai pas partir sans vous dire certainement de placer votre mot de la fin, puisqu'ils sont nombreux à vous suivre en ce moment, les arbitres, les commissaires au match, les joueurs de Béké de Bembereke, le comité exécutif, certainement que le président de Chacus est calé comme ça devant son poste téléviseur. Vous avez certainement un mot à leur placer. Bon, mais c'est de leur dire toutes mes félicitations pour cette phase allée que nous venons de finir avec succès. Et je souhaite que la phase retour du championnat aussi se déroule dans de très bonnes conditions et que la cohésion qu'il y a entre nous du comité exécutif, j'ai pris que cette cohésion puisse vraiment continuer comme nous le souhaitons. Et dire aussi à tous les clubs, bonne reprise pour la seconde phase et particulièrement à mes joueurs Béké FC. Hein. Je sais très bien qu'ils me regardent et ils m'ont envoyé des messages déjà que le président te suit. Donc je leur souhaite une très bonne reprise et que le premier match qu'ils vont jouer le 23 prochain contre les Buffs à Parakou, ouais, je leur demande de me donner une victoire et ils verront de quoi je suis capable. N'est-ce pas? Et voilà, et aux arbitres, ils peuvent toujours croiser les doigts, espérer que les choses se normalisent puisque la solution est déjà presque trouvé. Voilà. Merci d'être passé. Permettez-moi rapidement et aux amis téléspectateurs de leur passer cette dernière information. C'est bien la jeunesse sportive de FIFADI qui organise le week-end prochain la cérémonie marquant la fin de son championnat cumulativement avec son 10e anniversaire. Ce sera à l'issue d'un match de football entre l'équipe des jeunes du Creuset et celle de leurs aînés, bien entendu. De toutes les façons, pour cette actualité, on vous donnera plus de précisions dans les tout prochains jours. Ce sera bien entendu grâce à Limoumouni, bien évidemment, qui nous glanera les informations relatives donc à cette actualité. Stop et fin, c'est fini.
Canal Sport numéro de ce jour. Merci, monsieur le premier vice-président de la Fédération béninoise de football, d'être passé dans ce studio. C'était tout un plaisir pour nous de vous avoir eu et d'avoir bénéficié, j'allais dire, de vos éclaircissements sur bien des sujets qui ont été abordés au cours de cette émission. Merci à toute l'équipe de réalisation dirigée par Augustin Vidécon. À la préparation de cette émission, reconnaissez Ali Moumouni. À la caméra, c'était bien Eder Rumpevi. Au son, Francis Kokou, je crois bien entendu. On n'oubliera pas, je dirais, nos amis de la diffusion maintenant. Vous, très chers amis téléspectateurs, vous qui nous avez suivis de bout en bout, on vous dit merci d'être restés en notre compagnie. On va se donner rendez-vous lundi prochain, sportivement vôtre.